Nouveau segment, l'émission qui sera diffusée tous les jeudis à 16h sur notre chaîne YouTube. Les accros du micro reçoivent. Et cette semaine, c'est le directeur général des Alouettes de Montréal, Danny Machocha. Danny Machocha, vous êtes né en 1967 à Montréal. D'origine italienne, vous parlez l'italien, le français et l'anglais. Très tôt, vous découvrez votre passion pour le football. Vous entrez dans cet univers en 1993 et vous évoluez donc dans cette sphère depuis presque 30 ans. Entre autres honneurs, vous avez remporté la Coupe Grey avec les Eskimos d'Edmonton en 2003 et en 2005, la Coupe Vanier en 2014 avec les Carabins de Montréal. Vous entrez ainsi dans l'histoire en tant qu'entraîneur-chef à inscrire son nom sur la Coupe Grey et sur la Coupe Vanier. On vous a décerné la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale en 2005. Vous avez été nommé entraîneur de l'année au RSEQ en 2016. Vous êtes le premier Québécois à avoir occupé le poste d'entraîneur-chef dans la LCF. Vous entrez chez les Alouettes de Montréal en 96 en tant qu'entraîneur du contrôle de la qualité et devenez le coordonnateur offensif en 2001. Et vous êtes finalement nommé directeur général de la formation montréalaise en 2020. Danny Machocha, bienvenue aux accros du micro. Merci d'être avec nous. Écoute, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je suis tellement contente d'être avec vous. C'était toute une bio, Véro. Tu as fait tes recherches. J'ai fait mes recherches. J'adore ça. Moi, c'est un aspect que j'aime beaucoup, mais je me dis aussi que ça permet de faire un survol là, de votre parcours qui est assez impressionnant. Oui, je vous écoute puis ça me donne des frissons un petit peu parce que ça me fait réaliser que je suis vieux. Alors, écoute, j'ai encore quelques chapitres à écrire, j'espère, dans les prochaines années. Mais je l'apprécie énormément, l'introduction. Bon, les Alouettes font un virage québécois. C'est ce qu'on entend dire un peu. Quelle est l'importance de cette nouvelle orientation-là pour vous? Puis comment ça se traduit dans le concret? Bien, écoute, pour nous, c'est quand moi et Mario Cecchini, on a accepté de prendre le poste, Mario comme Cecchini comme président de l'équipe et moi comme DG des Alouettes. La chose qu'on voulait faire, par contre, c'est que de ramener cette fierté dans la famille des Alouettes, puis d'être en grande communication, puis d'être dans la communauté, parce qu'on est conscient que le football est vraiment en santé au Québec. On a des excellents joueurs qui gagnent leur vie au prochain niveau. Il y a des excellents joueurs qui ont des bourses pour aller aux États-Unis. Puis on est tous au courant qu'il y en a quelques-uns qui gagnent aussi leur vie dans la Ligue nationale. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire, c'est d'identifier nos meilleurs effectifs en sachant qu'à un moment donné, la moitié de notre roster est composée par des Canadiens. Puis comme l'année passée, on avait 21 Canadiens, 13 c'était des Québécois. Alors pour nous, c'était tellement important, puis on dit souvent à talent égal, on veut garder nos meilleurs effectifs chez nous. Puis je pense qu'on était capable de le réaliser, pas seulement sur le terrain, mais même à l'extérieur du terrain. Tu sais, on parle des joueurs, mais il faut pas oublier non plus qu'on a des gens comme Éric Delaurier ici, on a Jean-Marc Edmé, on a Pierre-Yves Lavergne, on a Byron Archambault qui fait partie de notre équipe ici. Alors, on est bien représenté, que ce soit sur le terrain, puis à l'extérieur du terrain. Puis pour moi, c'est la façon que moi et Mario, on voulait construire cette organisation. Le 3 mai prochain, ça va être le repêchage de la Ligue canadienne. Les Alouettes vont sélectionner 4e. Est-ce que vous allez prioriser à talent égal un Québécois ou un Canadien, ou est-ce que votre choix va se transmettre sur le meilleur joueur possible à cette position? C'est toujours, écoute, la première ronde, le 4e choix, on va aller avec le meilleur joueur. Okay. C'est sûr que si jamais il y a 2 joueurs à talent égal, un qui vient de l'ouest du Canada, puis je donne l'exemple, puis un, c'est un Québécois, mais c'est là où, à talent égal, on va choisir le Québécois, puis on va le sélectionner. Mais c'est sûr que, tu sais, la chose qui est très importante dans tout ce qu'on est en train de se dire, c'est que ils sont ici parce qu'ils sont des bons joueurs de football, qui sont des Québécois. Alright? Alors ça, pour moi, c'est tellement important parce qu'on veut pas bâtir une équipe, l'équipe du Québec, là, tu sais, composée de tous des Québécois, parce qu'on a un mandat puis notre mandat, c'est de gagner des matchs. Oui. Mais il faut pas oublier non plus que si on fait un petit peu une historique depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, à part de 2 fois, chaque année, il y avait une équipe du Québec qui était représentée dans la Coupe Vanier. Alors,
Ça nous dit quoi? Ça veut dire qu'il y a des bons joueurs au Québec. Ça veut dire qu'il y a des excellents joueurs on pense qu'on peut bâtir autour puis d'avoir du succès. Alors, c'est là où le but devient de les garder chez nous. Alors, mais ça reste que c'est des bons joueurs qui sont des Québécois. Ben oui, tout à fait. Le 15 mai, ce sera le début du camp d'entraînement. Cette année, ça aura lieu à Trois-Rivières. Pourquoi avoir choisi cette ville pour le camp au lieu de Montréal? Mais on voulait sortir. Ça fait plusieurs années. Je pense que ça fait 5 ans que les Alouettes n'ont pas sorti de l'île de Montréal. Puis, à la fin de la journée, cette équipe appartient aux Québécois. C'est pas aux Montréalais. Absolument. On connaît un petit peu l'historique du football à Trois-Rivières. Il y a du monde comme Pierre Vercheval, qui se trouve dans l'entente de renommée, qui a joué son football à Trois-Rivières. Il y a un de mes mentors qui a joué aussi à Trois-Rivières, puis il a coaché aussi à Trois-Rivières, Jacques Bousseau. Alors, il y a toute une historique. On a réalisé aussi quand on s'est assis avec les dirigeants, que ce soit la ville de Trois-Rivières, que ce soit le cégep de Diablos à Trois-Rivières, que ce soit le UQTR à Trois-Rivières. C'est des gens très chaleureux, puis ils ont les installations déjà en place où nous, on pense qu'on peut passer 3 semaines qui vont être tellement importantes parce qu'on va aller chercher cette identité de notre équipe en sortant du camp d'entraînement. Alors, quand on s'est assis, puis avec ce beau monde, on a réalisé qu'il y avait une belle opportunité de sortir un petit peu, de partager cette équipe-là avec d'autres mondes, puis en sachant qu'ils ont tout en place pour nous, qu'on soit à l'aise, puis ça devient comme une deuxième maison pour nous. Mais qu'est-ce que vous allez surveiller pendant le camp? Est-ce que ça va être les receveurs de passe? Est-ce que vous allez vraiment vous fier au corps arrière? Parce que là, il va y avoir quand même une belle lutte entre Adams et Harris. Adams, sans dénigrer personne, il est constant dans l'inconstance, il fait beaucoup d'erreurs, mais il fait aussi beaucoup de beaux jeux explosifs. Est-ce qu'il va y avoir une saine compétition durant le camp? Oh, absolument. C'est ça le but ultime. Puis il ne faut pas oublier non plus que quand on regarde l'année passée, des 9 formations, il y en avait 8 qui ont joué avec minimum 2 carrières. Dans notre cas, on avait 3 à cause des blessures. Alors, pour moi, ça, c'est une position où on a beaucoup de profondeur, on a du talent, puis ça nous donne une opportunité au camp, après 3 semaines, 2 matchs en concours, que notre staff entraîneur en chef, notre staff, je devrais dire, des entraîneurs, en particulier notre entraîneur en chef, il peut s'asseoir, puis il peut faire un genre d'évaluation du poste de carrière, puis des autres postes, puis de prendre la décision, on va avec qui, on va débuter la saison avec qui au poste de carrière. Mais je pense que c'est une belle opportunité. Moi, je dors tellement bien le soir en sachant cette position-là. Là, c'est comment on gère la situation. Parce que là, vous l'avez dit, une nouvelle année qui commence. L'an passé, les Alouettes ont connu une saison en dents de scie un petit peu, 7 victoires, 7 défaites sorties par les Tiger Cats. Mais à quoi on doit s'attendre en tant que partisan cette année? Est-ce qu'on va avoir une équipe un peu plus compétitive aussi? Mais je dirais qu'on était très compétitif l'année passée. Je ne pense pas qu'on a perdu un match de plus de 10 ou 15 points. On était dans tous ces matchs-là. Jusqu'à la fin. Je pense que qu'est-ce que nous, on a en place cette année comparé à probablement l'année passée, parce qu'on se cherchait un petit peu quand je fais référence à notre identité. Mais là, l'identité est déjà bâtie. Tu sais, on est très à l'aise avec qui nous sommes, que ce soit l'attaque, en défense, des unités spéciales. On a gardé notre noyau en place. Oui. Là, on a ajouté quelques autres effectifs avec des joueurs d'autonomes. Puis le repêchage qui s'en vient, ça va nous donner plus de profondeur sur le contenu canadien. Alors, ça va être une équipe très compétitive. Puis nos attentes, c'est qu'on va gagner la division, en sachant que quand tu gagnes la division, on se trouve à un match de la Coupe Grey. Alors, puis oui. c'est faisable. Écoute, on a déjà battu Hamilton l'année passée, on a battu Toronto l'année passée, on a battu Ottawa l'année passée aussi. Alors, c'est faisable. La clé, c'est qu'il faut rester en santé. Comme les autres équipes vont dire la même chose, c'est très important. Ben oui. Et l'objectif reste quand même la Coupe Grey. Ça serait le fun qu'ils reviennent à la maison. Exactement. Puis un bon vestiaire. Je dis souvent, si on a un bon vestiaire, ça va se transférer sur le terrain comme produit. Alors, c'est ça qu'on souhaite.
Actuellement, dans la Ligue canadienne, il y a 9 équipes, donc une division à 4, une division à 5. Si on ajoute une 10e équipe et que vous aviez à choisir, quelle ville souhaiteriez-vous entre Halifax, Moncton ou Québec? Mais écoute, je pense toujours pour le Québec, ça serait bien de voir une équipe dans la ville de Québec qui fait partie de la Ligue canadienne comme 10e franchise. Si je devrais gager là-dessus, je dirais probablement une équipe dans les Maritimes. Dans l'Est, oui. Oui, surtout. Exactement. Alors, c'est ça que je pense que, puis ça parle beaucoup là-dessus. Je sais que Québec revient toujours dans la conversation, mais je pense que la chose qui est très importante, c'est d'aller chercher une 10e. Puis une 10e qui, on est confiant qui vont être là pendant une période de temps. C'est pas une affaire comme on a vécu à Ottawa dans les années précédentes, qu'ils sont là pendant quelques années, puis là, ils disparaissent, puis là, ils reviennent quelques années plus tard. Alors, pour nous, c'est la stabilité, puis d'avoir 2 divisions à 5 équipes. Oui, bien, c'est sûr aussi en même temps, comme la division Est actuellement a 4 équipes, il faut que ce soit le Québec ou les Maritimes, c'est sûr à 100%, parce qu'on ne peut pas rajouter une autre équipe dans l'Ouest. Déjà que l'Ouest, il y en a beaucoup qui disent que c'est une division très forte, très coriace. Puis avec le système éliminatoire que le 4e peut dépasser et aller au 3e dans l'Est, ça réduit les chances des Alouettes aussi de faire les séries s'ils ne sortent pas premiers. Donc, c'est sûr qu'il manque de parité un petit peu. Oh, absolument, absolument. Il n'y a pas de question que la 10e équipe va être une équipe dans l'Est du pays. Parce que même si on utilise ton argument, mais là, qu'est-ce qu'ils vont nous obliger de faire? C'est de prendre Winnipeg et de les amener dans l'Est à notre division. Ils ont déjà fait dans le passé, mais je pense pas qu'il y ait du monde qui souhaite de voir tout ça de nouveau. Parce que il y a des rivalités qui sont tout à fait naturelles qu'on tente d'éliminer quand on bouge des équipes dans l'Ouest et on les transfère dans l'Est, dans la division Est. Dernièrement, on parle beaucoup du 4e essai. Je sais que pour la saison 2022, c'est case close, il n'y aura pas de débat, on garde les 3 essais. Mais selon vous, est-ce que pour peut-être 2023, voire peut-être 2024, commencer à installer le 4e essai, puisque le football canadien est le seul sport à 3 essais. Quand on cherche des Américains, eux, c'est du 4 essais à l'université, fait qu'ils n'ont peut-être pas le jeu aussi très rapide, c'est 2 essais, des fois tu dégages. Fait que, quel est ton ressenti par rapport à cette règle-là? Est-ce que tu serais favorable à essayer peut-être l'espace d'une saison, le 4 essais? Mais moi, je suis contre le 4 essais. Moi, j'adore le football à 3 essais. Je pense que le football de la Ligue canadienne est vraiment spectaculaire. J'adore les dimensions du terrain. J'adore le fait que, quand on regarde les attaques avec les receveurs, les porteurs, tu peux bouger n'importe où sur le terrain, attaquer la ligne de mêlée avec un élan. J'adore tous nos règles. Est-ce qu'on devrait regarder de quelle façon on peut modifier notre jeu à 3 essais puis de l'améliorer? Je pense que c'est ça qu'on fait chaque année. On a eu des rencontres à Toronto, ça fait 2-3 semaines. On a parlé justement de 3 essais, 4 essais. C'était les 9 équipes étaient représentées par des présidents DG puis des entraîneurs en chef. C'était une discussion saine. On a échangé des bonnes idées. Mais je pense que fortement, on croit dans notre produit puis notre jeu à 3 essais. C'est complètement différent de la Ligue nationale. Puis les Américains qui se trouvent ici, eux aussi, ils sont en faveur qu'on garde le football à 3 essais. C'est ça. Surprenant. C'est tellement intéressant et rafraîchissant d'attendre de eux. Alors, mais ça reste qu'on veut toujours améliorer le produit. Puis la question devient comment est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on parle de bouger qu'est-ce que j'appelle les hash marks? Est-ce qu'on les bouge puis on va aller chercher plus de terrain sur le côté court du terrain pour lancer le ballon? Ça, c'est toutes des discussions qu'on a eues, ça fait quelques semaines, mais moi, j'adore le football à 3 essais parce que si jamais on s'en va à 4 essais, mais là, on va charger la ligue au complet. Là, on va parler des tight ends, puis là, on va aller chercher des porteurs de ballon, puis là, ça va être le focus va être plus sur la course au sol. Puis là, on nous dire qu'on lance pas assez souvent le ballon. Alors, je
pense qu'on a un beau jeu, un beau à 3 essais. Là, c'est la question, c'est comment est-ce qu'on peut l'améliorer. C'est vrai, mais est-ce qu'il y a une formation qu'eux, ils étaient pour les 4 essais ou c'était vraiment 9 qui étaient catégoriques, on garde 3 essais? Je dirais honnêtement, sur les 9 équipes, il y en avait au moins 7 qui étaient complètement en faveur de garder les trois essais. Mais il y en avait 2 qui n'étaient pas tout à fait convaincus. Okay. Écoute, moi, j'adore, il faut toujours regarder toutes ces possibilités, toutes ces options si on voit qu'il y a une opportunité d'améliorer le produit qu'on a. Alors, est-ce que dans les prochaines années, ça va être un sujet qu'on va reprendre, qu'on va rediscuter? Probablement, mais je dirais aujourd'hui, probablement, je dirais qu'on a d'autres défis que le football. Plus important, oui. 3 ou 4 essais. Ah, c'est normal, mais en même temps, moi, grand fanatique de NFL, c'est sûr, j'aime bien le 4 essais, mais la Ligue canadienne est belle aussi pour ses 3 essais. Il y en a qui disent que c'est 2 jeux et tu dégages, mais moi, je trouve que le jeu va bien, le jeu va vite. Il y a quand même beaucoup de points, c'est quand même agréable. Aller voir les Alouettes, entre autres, parce qu'on habite Montréal, c'est un show. Moi, j'aime ça. C'est sûr, ça serait différent, mais j'aimais mieux savoir comment, à l'interne, vous pensiez. Mais là, vous avez été nommé DG en 2020, en janvier 2020. Oui. En mars, il y a eu une pandémie. La saison a été annulée. On connaît tout le tralala. Et en 2021, comble du miracle, il y a eu une saison réduite à 14 matchs, certes, mais au moins, il y a eu une saison. En 2022, ce sera votre première saison complète en tant que directeur général. Comment on gère ces nouvelles fonctions maintenant et par rapport à la situation actuelle? Écoute, c'était tout un défi parce que quand j'ai pris le poste ici de DG, déjà, j'avais tout un mandat de faire un petit peu de ménage, que ce soit sur le roster, puis d'aller attirer d'autres joueurs des États-Unis, puis de les attacher avec un contenu canadien supérieur de ce qu'on avait déjà en place. Puis là, c'était une saison qui s'est jamais débuté. Alors, puis l'année suivante, là, on est de retour de renégocier ces contrats-là, de reconvaincre ces joueurs-là de jouer à Montréal avec les Alouettes dans la Ligue canadienne. Puis là, il y a une autre année de repêchage. Alors, on a 2 classes de repêchage pour le même camp d'entraînement. Alors, puis on joue à 14 matchs, puis il ne faut pas oublier non plus, Alex, qu'il n'y avait pas de match en concours. Alors, c'était tellement difficile de faire un genre d'évaluation de tous ces joueurs-là. Puis là, on retourne, si je peux me permettre de dire, à la normale un petit peu, avec 18 matchs, avec 2 matchs en concours. Alors, c'est vraiment notre première saison tous ensemble. Dans le contexte où on va vivre une saison tout à fait normale. Alors, ça a changé un petit peu notre approche concernant comment on va se préparer pour le camp. On a parlé d'identité. Je pense qu'on est très à l'aise de savoir quel genre d'identité qu'on va avoir comme équipe. Il y a un repêchage qui s'en vient. Puis là, on a passé des mois sur la route aux États-Unis avec des gens, des camps de joueurs autonomes qu'on n'était jamais capable de faire les 2 dernières années. Alors, ça nous a donné un exposure complètement différent comparé à les 2 dernières années. Puis ça, c'est plaisant, puis ça nous donne une chance de mieux organiser la saison qui s'en vient. On va terminer avec la question impossible. Quel est le moment le plus marquant pour vous? Coupe Grey 2005 ou Coupe Vanier 2014? Oh my God. Toute une question. Écoute, la Coupe Grey comme entraîneur en chef, c'est sûr que d'être le premier Québécois, d'avoir la chance de le gagner, c'est spécial. C'est spécial. Mais je dirais en 2014, de reprendre l'équipe des Carabins en 2011, puis en 2014, de jouer au stade de McGill devant 23 000 partisans habillés en bleu. Devant ta famille puis tes amis, parce que quand on a gagné à Edmonton, j'avais ma famille, mais il y avait pas beaucoup de monde autour. Mais de le vivre, j'ai toujours dit que je donnerais mes 2 bagues de Coupe Grey pour une bague de championnat national. Alors, la victoire des Carabins sur McMaster,
était probablement un des plus beaux highlights de ma carrière comme coach, puis de l'avoir eu la chance de le partager avec des amis, ma famille, puis tous les dirigeants de l'Université de Montréal qui, tu sais, on n'avait jamais gagné une coupe Dunsmore, de se faire une coupe Vanier, puis de gagner cette fameuse coupe, c'était un exploit mémorable, quelque chose que je vais jamais oublier. Puis on s'entend aussi qu'une Coupe Vanier, c'est quand même très difficile à gagner. Il faut sortir du Québec, il faut gagner la Coupe Dunsmore. Après ça, il faut gagner la Coupe UTEC. Puis après ça, il faut que tu joues la Coupe Vanier. Il y a comme 3 coupes à gagner avant de toucher au Saint Graal de l'universitaire canadien. Et je me rappelle encore en 2014, c'était tout un match que les Carabins avaient disputé. Puis c'est le fun que ce soit des équipes québécoises, parce qu'on parle beaucoup du Rouge et Or, mais pour une fois, c'était les Carabins de Montréal. C'était nous, les champions. Je dis nous parce que oui, j'ai étudié à l'Université de Montréal, donc je peux dire nous. Un petit parti pris. Oh, on peut dire enfin, c'était une fierté pour nous. Je me rappelle encore, c'était acclamé quasiment en héros, ces garçons-là, ces hommes-là. C'est peut-être une des seules coupes aussi qui ont remporté, 3 coupes dans le fond, qui ont remporté dans leur carrière, parce que une carrière au football canadien, c'est 3 à 5 ans. Après ça, il faut que tu te recycles dans un autre milieu où tu vas dans l'entraînement. Il y en a beaucoup qui se sont penchés vers là parce que c'est quand même très physique. Fait que ça, c'était un très bel accomplissement de ces jeunes hommes-là en 2014, pour vrai. Absolument, absolument. Il ne faut pas oublier non plus que les 3 matchs qu'on a gagnés, il y avait un écart de 7 points total entre les 3 victoires. Puis, écoute, ces jeunes, c'était des rockstars là, en ville. Oh oui. Pendant une période de temps, mais j'étais tellement content, puis en particulier pour quelqu'un comme Manon Simard, qui a travaillé comme une malade là, pour mettre en place un sport, tu sais, le football, puis le sport d'excellence à l'Université de Montréal. J'étais content pour plusieurs personnes, puis c'était un exploit, comme j'ai dit, que on va en parler pendant des années parce que c'était comme un genre de film qu'est-ce qu'on a vécu cette année-là. Puis de le faire chez nous, dans un stade plein, habillé en bleu. Mémorable. C'était simplement. Je pense pas qu'on peut écrire un meilleur script. Non. Danny Machocha, merci énormément d'avoir été avec nous. On l'apprécie beaucoup. On vous souhaite une excellente saison. On va aller voir les Alouettes certainement. Confidence, ça serait ma première fois là, que je vais assister à un match. C'est mon défi pour 2022. Excellent. Mais j'ai hâte de vous voir au stade. Un gros merci pour cette plaisir. Et peut-être l'année prochaine, on va parler de Coupe Grey. Parfait. On le souhaite, on se croise les doigts. Puis l'important, là, c'est pas de participer, c'est on veut gagner. Exactement. On a tout compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.